Avant de démarrer notre épisode, j'ai quelques annonces à vous faire. C'est un mois assez dense chez les Montessori 7 parce que je vous propose non pas un, mais deux webinaires. Un premier, le mercredi 20 mars à 21h, sur le thème « Laissez-moi vous réconcilier avec les maths ». Si vous avez été dégoûté des maths quand vous étiez enfant, eh bien, je vais vous montrer un petit peu ce que la pédagogie Montessori a à offrir dans ce domaine. Et j'espère vous réconcilier avec cette matière qui me tient beaucoup à cœur parce que moi, je suis moi-même une ancienne matheuse. Et puis, le mercredi 27 mars, à 21h, laissez-moi vous réconcilier avec la grammaire. Parce que ça aussi, c'est une matière un peu austère et peut-être que vous en gardez de très mauvais souvenirs de votre enfance. Pour vous inscrire à l'un ou l'autre de ces webinaires, les liens se trouvent dans les notes de l'épisode que vous vous apprêtez à écouter. Et à l'occasion de ces deux webinaires, et à partir du mercredi 20 mars, nous allons rouvrir nos deux formations, langage et calcul Montessori. En langage, il s'agit de l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et des bases de la grammaire. Et en calcul, il s'agit de l'apprentissage de l'addition, alors déjà de la numération du système décimal, de l'addition et de la soustraction jusqu'au nombre à 4 chiffres avec retenue, et les bases de la multiplication et de la division. En gros, on couvre jusqu'au programme de CE1 dans ces deux domaines. Voilà, je vous souhaite une belle découverte des webinaires, des formations et surtout une bonne écoute de votre épisode. Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souris-settes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Franchement, on aurait du mal à imaginer une matière plus rébarbative que la grammaire. Si vous êtes comme moi, je suis sûre que vous avez en tête les exercices du bled ou les règles à apprendre les unes après les autres avec leur liste et leur liste d'exceptions. Pourtant, il est possible de faire autrement. Il est possible de faire mieux et de rendre l'apprentissage de la grammaire ludique et plaisant, par exemple en utilisant tous les merveilleux outils de la pédagogie Montessori. Et c'est ce que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui. C'est simple, je vais partir de 3 grands problèmes de l'enseignement classique de la grammaire et vous montrer comment on change les choses grâce à la pédagogie Montessori. Le premier gros défaut dans l'apprentissage de la grammaire, c'est qu'il y a des définitions extrêmement compliquées et qu'on part de l'abstrait pour aller vers le concret. Et ça ne correspond pas du tout au fonctionnement de l'enfant. Et on se retrouve malheureusement avec des concepts qui sont pourtant relativement simples, mais qui sont expliqués d'une façon extrêmement compliquée. Par exemple, un nom. On sait tous, d'une façon très instinctive, très naturelle, ce qu'est un nom. Moi, mon nom, enfin mon prénom, c'est Anne-Laure. J'ai un chat qui s'appelle Nono, c'est son nom. Le nom de cet objet qui est en face de moi, c'est un micro. Voilà, c'est très simple, j'ai expliqué ce qu'était un nom. Sauf que les enfants vont apprendre une définition comme celle-ci. Le nom est un mot ou un groupe de mots servant à désigner des êtres, des choses et des concepts. Le nom peut ainsi désigner une catégorie de personnes, d'animaux ou de choses, mais aussi de notions, d'actions, ayant des caractéristiques communes ou, au contraire, désigner un être ou un lieu, voire une chose particulière, auquel cas il s'agit d'un nom propre. C'est quand même beaucoup moins parlant, non ? Que si je vous parle de mon chat et de moi-même et du nom de cet objet qui est en face de moi. Eh bien malheureusement, ce sont encore ces définitions-là que les enfants apprennent à l'école dans beaucoup de cas. Alors qu'il est tellement plus simple de partir des choses concrètes. Eh bien justement, dans la pédagogie Montessori, c'est exactement comme ce dont je vous parlais la semaine dernière en ce qui concerne les mathématiques, eh bien on part du concret et ensuite on en tire des définitions si on veut, mais des définitions dans lesquelles on a une image très claire de ce que veulent dire les mots. C'est-à-dire que là où la définition va nous parler
d'un mot ou groupe de mots servant à désigner des êtres. Les êtres, ça va être Anne-Laure, Nono. Des choses, ça peut être le micro, le clavier, le carnet. Ça peut être des concepts comme la lumière, comme le silence. Mais avant d'aborder cette définition, justement, j'aurais vu tout un tas d'exemples de noms en partant des objets et des noms des personnes qui m'entourent, pour ensuite passer à l'abstraction avec les noms des choses abstraites, comme effectivement la lumière, le silence, la paix, la joie, etc. Et bien dans la pédagogie Montessori, on va travailler toutes les natures de mots, pas seulement le nom, mais toutes les natures de mots d'une façon très concrète, grâce à un matériel qui s'appelle les symboles de grammaire. Les symboles de grammaire, ce sont 9 petits objets avec des formes et des couleurs différentes, des tailles différentes aussi, qui représentent les 9 natures de mots en grammaire. À savoir, reste à voir si je ne vais pas en oublier, le nom, le déterminant, l'adjectif, le verbe, l'adverbe, la préposition, la conjonction, le pronom et l'interjection. L'interjection, si vous ne voyez pas ce que c'est, ce sont tous les mots comme ohé, est une interjection. Hélas, ça c'est une interjection. Ce sont tous ces petits mots qui sont souvent des exclamations, des choses qui se tiennent toutes seules, en fait, qui viennent interjecter dans le discours. Eh bien, donc, on va aborder une par une ces natures de mots, en faisant le lien avec des petites présentations très concrètes qui vont expliquer à l'enfant ce qu'est le nom. Le nom, c'est donc bien la façon dont on appelle tous les objets ou toutes les personnes autour de nous. Et ensuite, on va étendre à des noms abstraits. On va demander à l'enfant de nous apporter des objets qu'on va écrire sur des petits billets. Par exemple, apporte-moi cahier. Et l'enfant doit nous apporter un cahier. Apporte-moi, et l'enfant va offrir le billet chat. Il va devoir amener le chat. Apporte-moi chaise. Et il apporte une petite chaise. Et puis plus tard, pour passer au nom abstrait, on va lui dire, alors, je sais que tu ne peux pas me l'apporter, mais c'est quelque chose dont on peut parler. On peut parler de silence. On peut parler de lumière. Avec tout ça, l'enfant va vraiment intégrer, d'une façon très concrète, le concept de nom. Et ensuite, bien plus tard, parce que ces présentations-là, on peut les faire assez tôt, on peut les faire à 5 ans sans problème. Et donc, bien plus tard, on peut introduire des définitions. Mais les définitions, elles ne sont pas très importantes. En fait, dans la pédagogie Montessori, on remplace les définitions par des questions. Pour reconnaître les natures de mots, on va se poser des questions. Dans cette phrase, les chats chassent les souris dans le grenier sombre. Je vais me demander de quoi ou de qui parle-t-on ? Et ça va me donner les noms de la phrase. Ah ben, on parle de chat, on parle de souris, on parle d'un grenier aussi. Donc ça, ce sont les 3 noms de la phrase. Chat, souris, grenier. Vous voyez qu'avec ce système de questions qui vient remplacer les définitions, les choses sont beaucoup plus simples. Et on fait la même chose pour le déterminant, par exemple, qui va être ce qui me dit s'il y en a un ou plusieurs, avec l'adjectif qui me dit comment est le nom. Par exemple, si c'était les chats noirs chassent les souris vertes, enfin, les souris grises, mettons, dans le grenier sombre, qu'est-ce qui me dit comment est chat ? Ah, bah c'est noir. Qu'est-ce qui me dit comment est souris ? C'est grise, ça pourrait être rapide, ça pourrait être... voilà, tous les adjectifs qu'on peut imaginer. Qu'est-ce qui me dit comment est grenier ? Bah, c'est sombre. Et on a comme ça une petite question pour la plupart des natures de mots, pour les plus évidents. Puis pour d'autres, eh bien, on a des présentations qui frappent l'esprit de l'enfant, qui s'impriment dans son imagination et lui laissent une marque qu'il n'oubliera pas. Par exemple, pour travailler la notion de conjonction, on part d'un cas particulier qui va être la conjonction et on va prendre une fleur. Par exemple, on peut prendre une fleur bleue et une fleur rouge et on va attacher ces 2 fleurs avec un ruban rose qui symbolise justement la conjonction
La conjonction relie des choses. Donc la conjonction et, ça me permet de former un bouquet avec une fleur rouge et une fleur bleue. Et on va pouvoir étendre cette notion ensuite à toutes les autres conjonctions. Ou, mais. Vous les connaissez, hein? Mais, ou, et, donc, or, ni, car. Alors donc, il y a un débat. Hein. Donc pourrait être un adverbe. Je ne vais pas rentrer dans le débat aujourd'hui. Vous avez aussi toutes les conjonctions de subordination, bien que, même si. Voilà, tout ça, ce sont des conjonctions aussi, parce que ça vient relier à l'image de mon ruban rose, ça vient relier des parties de phrases. Et bien cette image du ruban rose, le petit symbole Montessori, c'est ce que mes enfants appellent le lardon. En fait, c'est une petite barre rose. On retrouve cette image du ruban rose. Et bien cette image très concrète, elle va accompagner l'enfant tout au long de son parcours pour se rappeler que la conjonction, c'est ce qui relie des choses. Toutes ces différentes approches des natures de mots, avec la présentation concrète, avec la question qu'on se pose éventuellement dans la phrase pour reconnaître la nature des mots, par exemple, de quoi ou de qui parle-t-on, qu'est-ce qui me dit s'il y en a un ou plusieurs, etc. Tout ça, il y a 9 présentations Montessori qui correspondent à ces 9 natures de mots. Et si vous écoutez ce podcast en direct, eh bien, c'est quelque chose dont je vais parler dans mon webinaire du mercredi 27 mars. Laissez-moi vous réconcilier avec la grammaire, dans lequel je vais vous présenter rapidement, hein, mais toutes ces présentations pour les 9 natures de mots. En fait, il s'agit, si on veut parler un petit peu en termes de jargon, de ce qu'on appelle une approche inductive. C'est-à-dire qu'on voit des exemples et on en tire une règle ou une définition. Alors que très souvent, on utilise plutôt une approche déductive dans la grammaire. On pose une règle et on cherche ensuite à l'appliquer. Et pour vous montrer à quel point on utilise parfois trop d'abstraits, je ne résiste pas à la tentation de vous partager cette petite citation qui est extraite d'une conférence, qui n'est pas destinée à des enfants, mais d'une conférence entre grammairiens. Quand j'ai fait quelques recherches pour cet épisode, je suis tombée là-dessus et ça m'a fait rire. Donc voilà ce que disait un grammairien dans une conférence. Lorsqu'on a étudié la didactique de la grammaire, on sait qu'il y a plusieurs approches, explicites, implicites, inductives, déductives. Et lorsqu'on est enclin à aborder la grammaire de manière inductive, pour diverses raisons, encore faut-il avoir les bonnes données sur lesquelles s'appuyer pour conduire les apprenants à conceptualiser les éléments généralisables de la grammaire. Donc voilà, c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui, de conduire les apprenants à conceptualiser les éléments généralisables de la grammaire, ou plus simplement à aborder les choses de manière concrète. On va essayer de parler comme ça. Donc voilà le premier gros défaut de la grammaire enseignée de façon classique, c'est qu'elle est beaucoup trop abstraite avec des définitions compliquées, alors que dans la pédagogie Montessori, on part d'exemples tout à fait concrets, d'objets concrets, de questions simples, pour développer chez l'enfant ces concepts abstraits de nature grammaticale. Même chose pour les fonctions grammaticales d'ailleurs. Deuxième gros défaut de l'enseignement classique, c'est que ça n'a aucun intérêt pour l'enfant. On n'arrive pas à soulever l'intérêt de l'enfant. Les exercices sont 1000 fois trop répétitifs. Je pense encore une fois que vous avez tous en tête les exercices du bled. Alors les phrases essayent d'aborder des sujets qui intéressent un peu les enfants, la vie quotidienne, les animaux. Mais ça reste très léger. Et les exercices sont, encore une fois, beaucoup trop répétitifs. Dans la pédagogie Montessori, on n'a pas un répertoire de phrases qui sera utilisé par tous les enfants. Ça demande un peu plus de travail. Mais en fait, les phrases sur lesquelles on fait des exercices, par exemple, un exercice sur le pronom relatif. On va mettre 2 phrases côte à côte. J'ai adopté un lapin. Ce lapin est blanc. Comment est-ce que je peux en faire une seule phrase ? Le lapin que j'ai adopté est blanc. Voilà, vous avez déjà fait ce genre d'exercice, c'est forcé. Eh bien, là, dans la pédagogie Montessori, en fait, on va rédiger des phrases pour les exercices qui seront adaptées au centre d'intérêt de l'enfant qu'on a en face de nous. Par exemple, on va pouvoir faire des phrases sur
si on est un passionné de la Grèce antique, sur la bataille des Thermopyles, ou sur la reproduction du lapin, s'il est passionné par les animaux. Du coup, l'enfant va vraiment s'intéresser au contenu des phrases qu'il lit. Peut-être que les phrases vont lui apporter des informations particulières. Par exemple, sur ce que mange un lapin, comment il se reproduit, combien il a de petits par portée. Donc il est intéressé par l'exercice aussi bien pour son contenu informatif que pour le travail de grammaire qu'il va faire sur ce contenu. Là où, effectivement, c'est un petit peu difficile, ça demande un peu de travail chez l'adulte, parce que l'adulte doit préparer toutes ces phrases pour chaque enfant. Donc dans une classe Montessori, dans une ambiance Montessori, vous imaginez tout le travail que ça demande. Il n'empêche qu'aujourd'hui, on a quand même des facilités grâce à ChatGPT. Parce qu'on peut tout à fait créer ce qu'on appelle une invite de commande, poser une question bien formulée à ChatGPT pour qu'il nous rédige un exercice de grammaire sur un thème particulier. Par exemple, sur les pronoms relatifs, par exemple sur la concordance des temps, sur des phrases avec plein d'adverbes pour apprendre à reconnaître les adverbes, etc., etc. On peut demander à ChatGPT de nous créer des phrases sur un sujet particulier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se constituer ainsi un réservoir, une banque de questions à poser à ChatGPT, où on a juste à changer le thème pour chaque enfant. Donc, par exemple, ChatGPT, crée-moi un exercice de grammaire, blablabla, on met tous les détails. Les phrases devront porter sur le thème de... Et là, on met un thème qui passionne chacun des enfants, individuellement. Et ChatGPT peut nous pondre un exercice différent pour chaque enfant. Et ça, c'est formidable. Donc, comme vous le voyez, on cherche à susciter l'intérêt chez l'enfant. Et ça, on le fait dès le départ. C'est-à-dire que en Montessori, la grammaire ne vient pas aussi tard que dans la pédagogie classique. Dans la pédagogie classique, on apprend à lire des phrases entières, des phrases déjà assez complexes, et ensuite seulement, on commence à aborder la grammaire. Eh bien, dans la pédagogie Montessori, on ne fonctionne pas comme ça. On aborde la grammaire beaucoup plus tôt, au moment où l'enfant commence la lecture de la phrase. Ça n'est pas trop tôt parce que justement on l'aborde d'une manière qui est concrète, donc qui n'est pas trop complexe pour l'enfant. Et on voit la grammaire comme une aide à la lecture. C'est-à-dire que l'enfant va avoir besoin de la grammaire pour interpréter correctement un texte. Je vous parlais tout à l'heure d'une phrase « Les chats noirs chassent les souris ». Chasse, ça va s'écrire C-H-A-2-S-E-N-T, parce qu'il y a plusieurs chats. Eh bien, les enfants, quand ils commencent à lire, ils lisent « Les chats noirs chassant ». Parce que E-N-T, ça se prononce « en » normalement. Ou « hante » même. Donc, les chats noirs chassantes. Et c'est grâce à la grammaire, quand on va leur expliquer qu'il s'agit d'un verbe et qu'il y a des terminaisons dans les verbes qu'on ne prononce pas toujours, comme ce NT, on ne le prononce pas, qu'ils vont pouvoir faire la différence entre ce mot, chasse, et tous les adverbes qui finissent par ment, comme lentement, rapidement. Donc dans cette phrase, on peut imaginer une phrase, les chats mangent goulûment. Eh bien, mange et goulûment se finissent tous les deux par ENT. Mais c'est grâce à la grammaire qui permet de reconnaître que chasse ou mange est un verbe qu'on va savoir qu'il ne faut pas prononcer le NT à la fin. Et qu'en revanche, dans goulûment, qui est un adverbe qui nous dit comment, qui vient modifier le verbe comment est-ce que le chat mange, eh bien là on sait qu'on va prononcer le ENT. Vous voyez donc cette grande nuance, c'est que la grammaire est une aide à la lecture. Ça n'est pas quelque chose qui vient plus tard, un peu comme un cheveu sur la soupe, pour analyser les choses. Et c'est aussi une aide, évidemment, à l'écriture, puisque ça va aider l'enfant à bien orthographier un texte pour bien se faire comprendre. C'est là qu'il est utile de mettre un accent sur « a » quand « a » est la préposition. Je vais à Paris. Et qu'il ne faut pas en mettre quand c'est le verbe avoir. Il a faim, par exemple. Donc l'enfant va vraiment voir la grammaire comme une aide à la lecture
une aide à l'écriture, une aide pour bien comprendre le texte qu'il lit, et aussi une aide pour bien se faire comprendre des autres. Parce que dans la pédagogie Montessori, on accorde beaucoup d'importance à l'expression de l'enfant, à ce que lui a à exprimer et à transmettre aux autres. C'est tout aussi important, sinon même plus, que la lecture qui est purement en réception, où l'enfant réceptionne par la lecture les choses que vont lui transmettre les auteurs qui ont écrit, l'éducateur qui lui écrit un billet, bref, les autres. C'est important que l'enfant puisse s'exprimer aussi et qu'il se fasse comprendre, donc qu'il sache orthographier correctement. Donc voilà comment on va susciter l'intérêt de l'enfant pour la grammaire. Premièrement, en lui présentant la grammaire comme une aide à la lecture et à l'écriture, et ensuite en lui proposant des exercices sur des sujets qui l'intéressent. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on fait preuve d'une grande transdisciplinarité, si vous voulez. C'est quelque chose qu'on cherche souvent à mettre en place dans l'éducation nationale, mais on le fait souvent de façon artificielle, alors que là, ça se fait d'une façon extrêmement simple. Comme je vous le disais, on peut faire un exercice de grammaire sur la bataille des Thermopyles. Et on va mettre plein de vocabulaire sur les phalanges grecques, avec leur armement, avec le courage de ces guerriers qui ont voulu défendre leur cité, etc., etc. Si vous avez un enfant qui ne s'intéresse pas à la bataille des Thermopyles, eh bien évidemment, vous choisirez un autre thème, hein, on est d'accord. Et puis le troisième point qui pose problème à l'école et qui, je trouve, étouffe toute envie de travailler, toute curiosité de travailler la grammaire, c'est qu'on fait croire que la grammaire, c'est une science exacte, qu'il y a des catégories bien définies et que tel mot ne peut être que ceci. Ça ne peut être qu'un adjectif. Par exemple. En fait, la grammaire, ça n'est pas une science, encore moins une science exacte. C'est une exploration de la langue. Et la langue, c'est quelque chose de passionnant à étudier. Prenez cette histoire d'adjectifs. Il y a des mots qui sont à la base des participes passés, donc qui sont des verbes, des formes verbales. Par exemple, affamé. Affamé, c'est un participe passé du verbe affamer, ER. Eh bien, on peut l'utiliser comme adjectif. Je suis affamé. C'est ce qu'on appelle un participe passé employé comme adjectif. Ça veut dire que la nature de ce mot, elle est à la fois d'être une forme verbale, un participe, et en même temps d'être un adjectif qualificatif. Et ça, c'est intéressant. On voit comment la langue est employée. Et ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que la langue n'est pas fixe, la langue n'est pas une espèce de monument de marbre auquel on ne pourrait plus toucher. La langue, elle est en perpétuelle évolution. Et c'est ça qui est fascinant. Et on peut développer chez les enfants un véritable émerveillement pour cette langue qui évolue. D'autant plus que les évolutions de la langue, elles sont portées par les jeunes en priorité. Par exemple, quand j'ai ma fille qui est au collège et qui nous revient le week-end et qui va admirer les petits lapros qui sont nés, elle va nous dire des choses comme c'est trop cute, ils sont trop kawaii. Parce que ce sont des mots qui sont employés par des jeunes d'aujourd'hui, qui sont des imports. Cute, c'est mignon en anglais, mais voilà, les jeunes aujourd'hui commencent à utiliser le mot cute à la place de mignon. Ou kawaii, qui est un mot japonais qui veut dire aussi mignon. Et la structure de la langue évolue aussi. Le sens des mots évolue. Quand on dit « ils sont trop cute », ils ne sont pas littéralement trop mignons. Ça veut dire qu'ils sont extrêmement mignons. Eh bien, l'adverbe « trop » a pris un autre sens. Il a pris ce sens de « extrêmement » plutôt que « en excès ». Et c'est intéressant à étudier. Je pense qu'il y a un énorme snobisme autour de la grammaire en se disant « Oh là là, il n'y a que la langue classique qui compte », mais la langue de Racine, elle a considérablement évolué pour parvenir jusqu'à nous. Les écrivains d'aujourd'hui n'écrivent pas comme Racine, n'écrivent pas comme Victor Hugo, et tant mieux d'ailleurs. La langue évolue, la langue bouge, et en fait, c'est une bonne chose. Parce que si vous étudiez toutes les langues, que ce soit le latin par exemple, le latin que l'on étudie généralement à l'école, c'est ce qu'on appelle le latin classique. Mais il y a plein d'autres formes de latin. Il y a plein de variantes du latin. Ce qu'on étudie, en fait, c'est une toute petite période de l'histoire du latin, qui est celle de César et de Cicéron, grosso modo.
Mais le latin a existé pendant presque 2000 ans, pendant même sans doute 2000 ans. C'est évident qu'en 2000 ans, c'est une langue qui a évolué. Mais à force d'étudier le latin d'une façon très figée, le français d'une façon très figée, on a tendance à considérer qu'il y a une bonne utilisation de la langue et qu'il n'y en a pas d'autre. Sauf qu'à ce compte-là, même les plus grands écrivains ne trouveraient pas grâce aux yeux d'un enseignant un peu rigoriste de primaire. Parce que si vous prenez Céline, par exemple, Céline fait des phrases à rallonge, n'utilise quasiment pas de ponctuation. Si vous prenez Proust, les copies de Proust auraient été désastreuses à l'école. On lui aurait dit, mais attention, c'est beaucoup trop long, il faut couper les phrases, il faut couper les paragraphes. Eh bien non, il n'y a pas une façon figée, stricte, comme un monument de marbre, de voir la langue française. Elle évolue. Et quand on s'interroge sur l'utilisation de la langue française, sur son évolution, sur ses particularités, eh bien on découvre des choses fascinantes qui, je pense, peuvent vraiment susciter la curiosité chez les enfants. Ça aussi, je vous en partagerai plusieurs dans mon webinaire du 27 mars. Mais ça passe aussi par notre regard à nous, d'adultes, qui doit changer sur la langue. Donc je vous récapitule un petit peu les 3 aspects que l'on change, que l'on adapte dans la pédagogie Montessori pour rendre l'apprentissage de la grammaire beaucoup plus ludique. Premièrement, au lieu de partir de l'abstrait et des définitions, on part du concret et de questions très simples pour introduire les concepts comme les natures de mots, les fonctions grammaticales, etc. Deuxièmement, on commence par susciter l'intérêt de l'enfant, en lui montrant que la grammaire est une aide à la lecture et à l'écriture, et en lui fournissant des exercices qui ne sont pas trop répétitifs et surtout qui portent sur des sujets qui l'intéressent lui. Et ensuite, on développe ce regard à la fois curieux et émerveillé sur la langue, bien loin de l'idée que la grammaire soit une science exacte. Et on invite l'enfant à aller explorer la langue, à jouer avec la langue, comme l'ont fait des tas de gens, comme un humoriste que j'aime beaucoup qui s'appelle Raymond Queneau, dont la plupart des sketchs reposent sur justement ce plaisir de la langue et tous les jeux que l'on peut faire avec la langue. Et puis, encore une fois, comme beaucoup de très grands auteurs de la langue française qui se sont appropriés la langue. Et comme le disait, je crois que c'est Alexandre Dumas, j'ai un peu peur de me tromper, on a le droit de violer la langue française à condition de lui faire de beaux enfants. C'est un petit peu le regard que je vous invite à adopter avec vos enfants sur la grammaire. On a le droit de violer les règles à condition que le résultat soit beau, peut-être poétique, qu'il ait du charme, qu'il ait un style. Et tout ça, c'est fascinant à explorer. Je voudrais simplement conclure en vous disant que la langue française, c'est un marqueur d'appartenance. Le style de langue qu'on utilise, la façon dont on utilise la langue, c'est un marqueur d'appartenance. C'est un marqueur d'appartenance à une génération. Ça peut être un marqueur d'appartenance à un genre en particulier. Les hommes et les femmes ne parlent pas tout à fait de la même façon. Ça peut être un marqueur social, un marqueur culturel. Et voyez, par exemple, dans ce podcast que vous êtes en train d'écouter, je m'efforce quasiment tout le temps d'utiliser un registre de langue soutenu. Pourquoi ? Tout simplement pour vous rassurer sur le sérieux de mes contenus et indirectement sur le sérieux de mes formations. Et en même temps, je m'efforce de ne pas basculer dans le jargon, contrairement à ce grammairien qui parlait de conduire les apprenants à conceptualiser les éléments généralisables de la grammaire. J'essaie toujours de définir les mots qui sont parfois techniques que j'emploie, mais j'essaie donc de rester accessible à tous. Vous voyez comme, à travers mon utilisation de la langue, j'essaie de vous envoyer 2 messages. Premier message, mes contenus sont fouillés, réfléchis. Je sais de quoi je parle. Deuxième message, je m'efforce de transmettre ces connaissances, le fruit de mes recherches, etc., au plus grand nombre. Et vous êtes les bienvenus. Il est évident que je ne parle pas de la même façon avec mon mari, avec mes enfants, avec mes amis ou avec mon banquier. C'est totalement différent. Et je voudrais vous laisser avec 2 idées que je trouve fascinantes. La première, c'est que chaque famille, ou presque, développe ce qu'on peut appeler un familect.
Un familect, c'est un dialecte familial. En fait, tous les groupes qui passent du temps ensemble se mettent à développer un dialecte propre. Ça peut être le cas d'un groupe d'amis, ça peut être le cas d'une entreprise, de personnes qui travaillent beaucoup ensemble. Eh bien, nous avons un familect chez nous. Ce sont des particularités linguistiques qu'on utilise et qui nous servent de marque de reconnaissance. Par exemple, ça vient d'un neveu à moi qui parlait comme ça quand il était petit. Il mettait les adjectifs avant les noms. Et en particulier pour préféré. Il disait pas mon livre préféré, il disait mon préféré livre. Donc on dit encore dans ma famille mon préféré cousin. Au lieu de dire carrément, on dit carême. Parfois il y a des allusions à des références communes comme Kaamelott, ou si quelqu'un n'a pas de cuillère à table, il va réclamer Arthur, cuillère. Si vous n'avez pas la ref, c'est pas grave. Ou entre nous, quand l'un de nous est un peu pénible, on le traite de patate. C'est gentil, c'est affectueux. On va lui dire fais pas ta patate ou arrête de faire ta patate. Vous voyez, on a développé un dialecte, c'est-à-dire que ce n'est pas une langue à part entière, mais juste un dialecte qui nous est propre. Et ça, c'est magnifique à explorer avec vos enfants. Tiens, quelles sont les particularités de la façon dont nous, dans notre famille, nous nous exprimons. Et puis la deuxième chose, c'est que dans une langue, chez les locuteurs d'une même langue, ceux qui sont les moteurs du changement, eh bien en fait, ce sont les jeunes femmes. Et il se trouve, j'ai vérifié mes statistiques, que 80% des personnes qui m'écoutent sont des femmes. D'ailleurs, pour les 20% d'hommes qui m'écoutent, bravo, parce qu'il y a quelques années, on était à 96% de femmes. Je suis heureuse que vous soyez là, même si, vous le savez, j'ai choisi d'imposer la règle que dans les Montessori 7, c'est le féminin qui l'emporte. Tout le monde est chacun est une Montessori 7. J'espère que vous ne m'en voulez pas trop. En tout cas, sachez que je reconnais votre présence ici. Je vous remercie de prendre ces questions d'éducation à bras-le-corps, vous aussi, et de ne pas les laisser aux femmes. Un grand merci pour votre présence. Il n'empêche que 80% de nos auditeurs sont des femmes et que 92% des auditeurs ont entre 23 et 44 ans. Donc, l'immense majorité d'entre vous qui m'écoutez, vous êtes des jeunes femmes. Eh bien, sachez que vous êtes les moteurs du changement dans la langue française. Et ça, je trouve que c'est enthousiasmant. J'espère vous avoir convaincu d'explorer la grammaire davantage avec vos enfants. Si vous voulez avoir plus de pistes, n'hésitez pas à assister à mon webinaire de mercredi où je donnerai plein d'exemples concrets. Et si vous écoutez ce podcast beaucoup, beaucoup plus tard, à un moment où l'enregistrement ne sera plus disponible, eh bien, prenez votre mal en patience. Il est probable que j'en referai un, que j'en referai régulièrement, peut-être une fois par an. Donc, restez abonnés à notre liste de diffusion pour être tenus au courant de tout ça. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. À très bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure. Avez-vous pensé à vous inscrire pour l'un de nos 2 webinaires ? Le webinaire « Laissez-moi vous réconcilier avec les maths » du mercredi 20 mars à 21h et le webinaire « Laissez-moi vous réconcilier avec la grammaire » du mercredi 27 mars à 21h aussi. Les liens pour vous inscrire sont dans les notes de l'épisode que vous venez d'écouter. À très vite!